Bâtir ensemble une filière performante. La REP PMCB, donc du bâtiment, c'est d'abord un sujet déchets avant d'être un sujet du bâtiment. L'éco-organisme dans lequel vous allez vous investir, c'est le maillon fort d'une filière. Nous aurons à cœur de faire en sorte que vous soyez, vous, metteurs en marché au cœur des dispositifs. Voilà, je vais pouvoir, comme tout le monde nous a rejoint, je vais pouvoir vous présenter. Donc, à mes côtés, Sarah Biguet, merci, directrice du développement de Val-d'Elia. Donc, vous allez nous en dire évidemment plus sur tous ces enjeux, évidemment, en termes de collecte, de recyclage, de réemploi et de traçabilité. Raphaël Gass, bonjour, merci d'être avec nous, directeur du groupe Serfim. Vous pourrez évidemment vous présenter, un spécialiste dans les TP, évidemment les questions d'environnement, les questions de l'immobilier. Donc évidemment, vous suivez depuis longtemps, on va dire, tous ces sujets de près. On va avoir un binôme pour représenter justement l'ESS, puisqu'on en parlait aussi ce matin. Florence Armitano, qui est Project Manager du groupe ARES, Association pour la réinsertion économique et sociale, qui va être en binôme avec Arthur Beach, qui est directeur du design de Moebius, voilà, qui va présenter aussi ce sur quoi vous travaillez, un cas concret. Ceci n'est pas une porte, je vais vous le dire. Voilà, tout de suite, comme ça, je commence à dévoiler. Et puis enfin, Olivier Ponty, qui a ici, on va dire, 2 casquettes, gérant du cabinet Ambiante, en particulier pour parler de diagnostic, produits, matériaux, mais pas seulement. Et puis aussi, vous êtes quand même directeur général de Corrudo, qui est comme prestataire de collecte et de traitement de Val-d'Elia. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'on vous propose, il n'y a rien de mieux que de voir les choses en images parfois. Et puis, ça fait une petite respiration aussi dans cet événement. Je vous invite à découvrir ces sujets en images, à présent, une vidéo, parce qu'il y a toute une histoire aussi derrière ces questions de collecte, de réemploi, de traçabilité.
voilà, en images, il n'y a rien de mieux que de voir concrètement aussi comment ça se passe. Alors Sarah Biguet, on le voit, hein, finalement, le chantier, c'est dans votre ADN, c'est l'ADN hein, de Valdelia depuis presque 10 ans, on va le dire, si on veut arrondir. Alors un peu la spécificité pour en savoir un peu plus. Tout à fait. Donc la table ronde s'appelle service aux détenteurs, hein, donc c'est très important. Juste revenir sur peut-être le mot détenteur, une définition rapide. Un détenteur chez Valdelia, c'est tout utilisateur en fait du service, toute entreprise, toute collectivité, toute administration qui à un moment a un parc de mobilier en fin de vie dont elle doit se défaire et donc fait appel à Valdelia pour qu'on propose les différentes secondes vies. Donc les détenteurs sont aujourd'hui extrêmement multiples, hein. On a quasiment 4000 clients utilisateurs. Alors on n'aime pas beaucoup dire clients dans les éco-organismes, donc c'est pour ça qu'on va parler de détenteurs ou d'utilisateurs qui ont des profils extrêmement variés. Néanmoins, le point commun qu'ils ont, c'est que à 70%, ils nous utilisent en mode chantier. Hein, donc c'est ce que vous avez dit en introduction. Le chantier, c'est l'ADN de Valdelia depuis quasiment 10 ans. On est opérationnel en mode chantier depuis plusieurs années et on a développé une expertise spécifique sur le sujet. Alors, un chantier, alors chez Valdelia, un chantier aujourd'hui, on va dire c'est un chantier de collecte. C'est pas forcément un chantier de rénovation ou de déconstruction ou de réhabilitation, mais ça peut. En tout cas, c'est un chantier de collecte. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que tous les chantiers sont différents. On est vraiment en fait sur une prise en charge spécifique et sur mesure. Donc, par rapport à nos confrères éco-organismes qui travaillent beaucoup sur les flux ménagers et qui, du coup, travaillent en déchetterie, on va dire la déchetterie, même si les déchetteries ont des spécificités, c'est assez standardisé. Donc, il y a une benne pour récupérer un gisement qui est positionné toujours au même endroit de la déchetterie et qui est enlevé à rythme régulier, ou en tout cas quand elle est pleine. Le chantier en fait, professionnel opéré chez Valdelia a pour particularité en fait, d'être extrêmement singulier. Singulier en termes de planning, singulier en termes de volume, singulier en termes d'accessibilité, en termes de contraintes et du coup en termes de moyens logistiques à mettre en œuvre. Hein. Donc on a déjà l'habitude de faire face en fait, à des problématiques avec des tout petits volumes, hein, puisqu'on intervient à partir de 20 mètres cubes. Donc on a parfois des chantiers pour une benne et des chantiers de plusieurs milliers de mètres cubes de déchets d'éléments d'ameublement à prendre en charge et qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des séquences et puis des articulations avec d'autres déchets. C'est ça qui est intéressant. Alors du coup, ce fonctionnement en mode chantier nous a amené en fait à construire une équipe dédiée, puisque du coup, c'est quand même quelque chose qui se passe sur le terrain et on a donc une équipe de conseillers techniques, vous en avez dans la salle, Monsieur Dancourt pour l'Île-de-France là-bas, Mademoiselle Georges là au deuxième rang. Du coup, leur rôle, c'est vraiment d'identifier les spécificités des chantiers et de voir comment le service Valdelia va pouvoir être mis en place de la façon vraiment optimisée et la plus adaptée aux différentes contraintes des détenteurs et également de leur planning. Alors, donc, et ça s'organise comment alors une collecte en chantier? Alors une collecte chez Valdelia, c'est le maître mot, c'est la traçabilité. Hein. On l'a vu dans le film, on a vu traçabilité garantie. C'est un point essentiel pour les éco-organismes et donc c'est un point essentiel pour nous. C'est-à-dire que toutes les collectes doivent être tracées depuis leur point d'origine, donc là où on enlève les flux, jusqu'à l'exutoire. Donc les filières de débouchés, soit de réutilisation, soit de recyclage. Chez Valdelia, on a développé un système d'information il y a à peu près 10 ans, extrêmement performant, qui a été un des premiers justement à prendre toute la chaîne, à pouvoir avoir cette vision globale. Donc une collecte, forcément, ça se passe en premier lieu sur le système d'information, donc avec une demande. Et à partir de cette demande, de cette première demande, et des contraintes qu'on va identifier par rapport à la demande, on va avoir ou non une visite terrain pour identifier donc les différents gisements et voir comment les collecter et notamment proposer, donc c'est un service qu'on développe, enfin un service c'est inclus on va dire au savoir-faire global Valdelia, donc c'est un savoir-faire plutôt qu'on développe depuis quelques années maintenant, c'est le diagnostic en fait du potentiel de seconde vie
des éléments d'ameublement. C'est-à-dire que les conseillers techniques, quand ils font une visite de chantier, ils sont capables de déterminer si les flux sont plutôt des flux à orienter vers le recyclage, si c'est des flux qui ont une valeur marchande, et du coup on a constitué un réseau de partenaires du BROC, ou si c'est des flux qui ont une valeur d'usage et vont pouvoir intéresser nos partenaires de l'économie sociale et solidaire. Donc une collecte chez Valdelia, ça se passe comme ça, avec une entrée dans un système d'information, une vérification de données avec souvent une visite de site, et une orientation vers les différentes filières de seconde vie qui sont possibles, qui du coup seront planifiées. Et alors, quel volume d'activité ça représente chez Valdelia? Alors, en termes de volume d'activité, donc, on est à peu près sur 90 000 tonnes de DEA collectées par an, quand on est sur des années pleines, donc c'est-à-dire hors Covid et hors report de chantier. Donc là, on repart sur une bonne dynamique. Ça nous fait plus de 40 000 collectes opérées partout en France par an. On s'appuie sur la force logistique de nos prestataires de collecte, sur leur réactivité. On a découpé donc la France en bassins de collecte et chaque bassin de collecte est attribué à un prestataire logistique où il a l'habitude d'opérer, ce qui nous permet en fait d'avoir une bonne réactivité et une prise en charge efficiente des collectes. Juste pour insister sur un point, donc là on parle beaucoup chantier, donc c'est très bien, c'est 70% du gisement de Valdelia qui est collecté en mode chantier. Arnaud Imberdros tout à l'heure a rappelé que 80% des gisements PMCB allaient être sans doute pris en charge par ce canal. On parle aussi dans le décret d'un maillage de points d'apport volontaires extrêmement important. Donc chez Valdelia, nous avons d'ores et déjà un maillage de points d'apport volontaires accessibles partout en France pour justement les détenteurs qui sont en dessous des seuils de collecte. Donc c'est aussi quelque chose qui est opérationnel. Donc les 3 points sur lesquels insister aujourd'hui, qu'on est effectivement opérationnel à la fois en collecte en pied d'immeuble, à la fois on a un démarrage, enfin on a en tout cas, on répondra pas avec nos PAV à l'ensemble des besoins de maillage sur cette filière PMCB, mais en tout cas on a déjà un socle qui existe, et puis on a un système d'information surtout qui fonctionne et qui arrive donc à prendre en charge 90 000 tonnes par an et qui, en fait, aujourd'hui peut prendre bien plus, comme nos prestataires finalement. C'est ce que vous commencez à dire, c'est la question qui a été posée ce matin, pourquoi Valdelia se positionne. Donc ça veut dire qu'il y a des points communs finalement entre la filière DEA et cette filière PMCB qui doit voir le jour. Alors il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de synergies. Le premier point commun évident, c'est la façon dont les flux vont être collectés, donc en mode chantier. Donc voilà, c'est l'objet de mon intervention et c'est ce qu'on voit aussi dans le film. Mais pas que, c'est aussi des points communs, on va dire, en termes d'utilisateurs. Aujourd'hui, dans nos 4000 clients, on a estimé qu'on en a à peu près 10 à 15% qui sont issus du monde de la démolition, de la déconstruction, de la rénovation. Donc ce sont des acteurs qui aujourd'hui, dans leur chantier de démol, etc., font appel à Valdelia pour la partie meuble et font appel à d'autres acteurs pour les autres déchets de cette filière PMCB à venir. C'est toujours intéressant quand on est un professionnel de la déconstruction avec des plannings extrêmement serrés de pouvoir compter sur une sorte de guichet unique. C'est ce qu'on se propose de faire, en fait, de faire vraiment le trait d'union entre ces deux filières et de proposer, alors je ne dis pas forcément de collecter les flux en mélange, ce n'est pas l'idée, mais en tout cas de pouvoir opérer un chantier dans sa globalité sur l'ensemble de ces flux. Donc on a déjà une synergie d'utilisateurs qui est assez forte. Et puis ensuite, au niveau des débouchés, on a aussi des points communs. Donc on a des points communs en termes de filière de recyclage, notamment on va dire sur la filière bois, où effectivement il y a des points communs et les filières bois des éco-organismes ameublement seront sans doute pour partie celles de la filière PMCB. Donc ça c'est pour la partie recyclage. Et donc j'en viens à la question du réemploi pour faire une transition vers l'intervention de Florence et Arthur.
il y a évidemment des points communs en termes de réemploi et réutilisation. Alors déjà parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire souvent raisonnent produits ou matériaux, et quand ils travaillent sur le mobilier, ils étendent aussi à d'autres types de matériaux, notamment des matériaux de construction. Donc il y a plusieurs, alors pas que des acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, d'ailleurs il y a plusieurs acteurs du réemploi, comme Cycle Up, comme Bacacia, comme Bellastock. Il y a Reavi aussi dans la salle, je l'ai croisé tout à l'heure, qui développent en fait des plateformes et des matériothèques pour proposer des matériaux et des produits de construction de seconde main. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi des synergies matières, c'est-à-dire pour tous ceux qui travaillent dans des tendances d'upcycling où effectivement la matière de l'un est la ressource de l'autre. Et donc c'est ce que vont nous expliquer Florence et Arthur, puisque en l'occurrence c'est ce qu'ils ont fait. Donc les portes de l'un sont devenues les tables de l'autre, si je puis dire. Alors, on va passer la parole tout d'abord à Florence Armitano. Vous avez peut-être présenté aussi, vous avez un visuel notamment pour nous le présenter, ce qu'est le groupe ARES, si est-ce que vous faites. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, donc, nous on est un groupe, une structure de l'ESS, parce qu'on a un groupe d'insertion par l'activité économique. Donc l'objectif premier du groupe, c'est de donner des emplois à des personnes qui ont eu des parcours de vie accidentés. Et donc on va les embaucher sur nos sites pendant une durée de 12 à 24 mois en moyenne, et à l'issue duquel on espère qu'on va réussir à les orienter vers des emplois plus durables. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a à peu près 66% de nos sorties qui sont positives, donc ce qui signifie que ces personnes vont soit vers de la formation, soit vers un emploi durable. On est un groupe qui existe depuis 30 ans, on a des activités assez différentes, et on travaille depuis longtemps sur le BTP, sur le secteur du BTP. Et c'est comme ça que peu à peu, on en est venu à monter ce projet qu'on appelle R4, qui est un projet autour de l'économie circulaire du BTP, dont l'objectif, c'est de valoriser certains matériaux issus de la déconstruction. Et on l'a fait pour deux raisons, parce qu'on travaille sur ce secteur, mais aussi parce qu'on pense, comme je pense beaucoup de monde dans cette salle, que ce sont des métiers d'avenir. Et donc, pour les personnes que nous, on forme, elles vont pouvoir demain avoir des métiers dans des filières qui sont en train de se structurer. Donc, on travaille, nous, à différents échelons, sur différents échelons, puisqu'à la fois, on travaille sur les chantiers, puisqu'on propose des services de curage, de vidage, où on travaille beaucoup, évidemment, avec Valdelia. Et on travaille aussi, on a en propre une filière de recyclage, parce qu'on a un atelier de démantèlement de verre. Et on travaille aussi sur une autre matière qui sont les déchets d'ameublement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les chantiers qu'on a croisés, il y a toutes sortes de matériaux qu'on peut récupérer. Et notamment, il y a à peu près 2 ans maintenant, parce que c'était avant le Covid que ce projet a été lancé. Il y a eu le pavillon de l'Arsenal qui a lancé un appel à projet, parce qu'il y avait la déconstruction, la rénovation de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est dans le 14e arrondissement de Paris. Voilà, dans ce cadre-là, il y avait des travaux importants. Et notamment, le maître d'ouvrage se disait c'est dommage de jeter tous les matériaux qui sont sur ce site. A fortiori, on parlait là des portes. Et donc nous, avec Mobus et un cabinet qui s'appelle AAVP, on a lancé un projet de récupération de ces portes en s'appuyant un peu sur les points forts de chacun des différents partenaires de ce projet. Où nous, ARES, on a fait notre métier qui est de mettre de la main-d'œuvre à disposition pour enlever ces portes, pour les déposer et pour après les acheminer. AAVP a conçu, je laisserai Arthur en parler, parce que c'est vraiment aussi lui le cerveau derrière tout ça, ces tables que vous voyez. Et ensuite, on a aussi apporté de la main-d'œuvre pour construire ces tables, donc, qui sont issues, encore une fois, des tables de Saint-Vincent-de-Paul. Les portes. C'est vrai qu'on Pardon. finit par s'en mêler. Voilà.
Et nous, ça a été donc une expérience très concluante qui s'est soldée donc par la production de ces 200 tables qui ont servi lors du Salon du Bois qui a eu lieu en juillet 2021 à Paris, juste devant la Tour Eiffel. Et où on a donc eu une équipe de 8 salariés en insertion qui était encadrée et dont évidemment ce n'est pas le métier à la base parce que nous on les recrute comme unique critère de recrutement, nous c'est la motivation, mais en les accompagnant, en ayant les bonnes personnes et les bons partenaires, on a réussi à les faire produire toutes ces portes. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à la fois ces personnes se sont rendues compte que on pouvait faire quelque chose avec de la matière non neuve qui existait déjà, et à la fois eux pouvaient faire quelque chose avec leurs mains, et ils en ont tiré un grand sentiment je veux dire, c'est très valorisant comme expérience. Et donc nous, en tout cas, c'est une expérience qu'on souhaite développer. Donc là, on lance aussi un atelier de transformation du bois avec l'aide notamment de Valdelia. Et je vais laisser aussi Arthur présenter un petit peu plus peut-être sur la conception de la porte et comment il a fait pour justement à partir de ces la conception de la table, je vais y arriver, pour à partir de ces portes, on faire des tables. Et Arthur, peut-être, je peux peut-être présenter aussi Mobius, aussi en quelques mots, peut-être présenter Mobius. Oui, alors Mobius, c'est une société donc, qui est spécialisée dans le réemploi, donc dans le conseil dans le réemploi et la production de matériaux, de la construction du coup en réemploi aussi, notamment des dalles de faux plancher techniques. Et donc comme le disait Florence, ce projet, ceci n'est pas une porte, c'est vraiment la synergie de ces trois structures, donc Ares, AVP et Mobius. Et donc dans l'optique justement de récupérer des portes, parce que en fait c'est des éléments où il y en avait quand même énormément dans l'hôpital, quoi, si vous voulez. Il y avait beaucoup dans l'hôpital. Oui. Ouais. Mais qui n'ont pas été, qui sont pas forcément utilisés, qui sont directement jetés en fait. Du coup, on a décidé d'en faire des meubles, donc on savait pas au début ce qu'on allait en faire. C'était en quelle matière ? C'était de l'aggloméré. Alors au début, en fait, dans les premiers diagnostics, on pensait qu'il y avait certaines portes qui étaient en bois massif, mais finalement c'était pas le cas. Donc en fait, c'était vraiment un travail de terrain, d'aller sur place, de se rendre compte que la majorité des portes étaient en aggloméré. Et donc à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec du coup cet aggloméré on pouvait pas forcément faire de chaises avec, par exemple, parce que c'est quand même assez friable comme matériau. Du coup, on a fait des tables avec. Donc là, le but, c'était vraiment de produire des tables où il n'y avait pas de visserie, pas de colle, en fait, uniquement un principe d'assemblage pour justement éviter quand à la fin de la vie de cette table, il y ait plus de déchets qu'autre chose, quoi. Et donc voilà, après la partie qui était intéressante aussi, c'était la production, du coup avec les gens de chez Ares, quoi. C'était vraiment sympa, quoi. Et en gros, voilà, quoi. Alors sur le papier, comme ça a l'air très simple. Est-ce que c'est si facile que ça ? Non, ça prend du temps quand même. C'est vrai que quelque part, c'est aussi symbolique et c'est normal. Ouais, il commence à se passer des choses, mais je pense que c'est pas si évident que ça. On prend pas une porte pour en faire une table comme ça. Non, clairement pas. Il y a plusieurs tests, c'est surtout au niveau de la conception. Donc déjà, on avait la volonté d'allier en fait un certain design, donc quand même avoir quelque chose d'un peu esthétique, et puis aussi qui soit quand même fonctionnel. Et puis à un moment, forcément, on fait des tests avec ces portes, on se rend compte que certains assemblages vont pas marcher parce que c'est trop friable, parce que ça casse. Du coup, c'est vraiment une logique expérimentale à la base, on va dire. C'est vraiment de l'expérimentation pour ensuite aboutir à un produit fini, en fait. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir un peu dans cette optique d'utiliser le design pour ça et d'avoir justement cette optique d'expérimentation, en fait. C'est une expérimentation, mais vous commencez à avoir vraiment des demandes là-dessus Oui, bien sûr. Comme qu'on avait dit, c'est le Salon du Bois qui nous a commandé 200 tables qui ont été livrées. Donc ça a été fait. Et puis là, peut-être des aménageurs, des choses comme ça, quoi, qui feraient des commandes, quoi. Donc en gros, on pousse le truc, quoi. Donc si vous voulez acheter des tables, d'ailleurs, il y a un site internet. Donc c'est www.cecinestpasuneporte.fr. Voilà, au moins c'est vraiment une formule. On va de la dire pub. Ceci n'est pas une porte. Je crois que Si Sarah Biguet va juste gérer. rebondir sur le sujet, c'est très intéressant. Donc Monsieur Burgi a pointé effectivement les difficultés du réemploi et de la réutilisation dans la construction, avec des normes qui ne sont pas celles de l'ameublement. Donc ça, on le sait.
Et il y a un travail déjà qui est fait par des acteurs comme Circolab ou d'autres, justement pour labelliser des produits de réemploi de la construction. Donc il y a déjà des choses qui sont engagées. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de maîtres d'ouvrage pour des réalisations avec du réemploi. Il y a des commandes, il y a des projets avec effectivement des taux de matériaux ou de produits issus de la réutilisation, que ce soit des portes, que ce soit des huisseries, que ce soit de l'agencement. Donc là, c'est vraiment la frontière avec le mobilier. Mais ça, il y en a de plus en plus. Et il y a notamment des concours qui sont portés par des très grands maîtres d'ouvrage. Et l'IFPEB, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, accompagne aussi ce type de projet. Donc il y a bien des réalisations qui sont possibles. Et la question assurantielle est prise en compte dans ces concours et dans ces réalisations, bien évidemment. Donc, je vais passer la parole à Raphaël Gaz dans un instant, mais je crois que Florence Amitano voulait ajouter quelque chose. Je vous voyais vous opiner du chef. J'opinais du chef pour dire que j'étais d'accord avec ça. Alors Raphaël Gaz, je vais vous passer la parole. Peut-être réagir avant qu'on en arrive. On revient aussi quand même au chantier, à la collecte, à la traçabilité, à ces questions-là, parce qu'on a ouvert sur, on va dire, deux sujets. Peut-être déjà sur ce qu'on vient de voir, cette illustration du réemploi et de la réutilisation, qui ne sont pas la même chose. Arnaud Gossman nous l'a bien dit ce matin. Vous voyez des choses aussi qui évoluent de ce côté-là? Alors pour ce qui est... Normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Pardon, Oui. je m'entends plus. Ouais. Donc nous, en groupe Serfim, on intervient dans le domaine du recyclage. Et on fait ça depuis une vingtaine d'années. Le réemploi, c'est quelque chose qu'on a vu, on en parle. Alors, j'ai l'exemple dans le bois, c'est la palette pour le réemploi. On a une plateforme de recyclage de bois en région Rhône-Alpes. On traite plus de 60 000 tonnes de déchets de bois. En tout cas, on a vu avec les terrasses parisiennes que ça marchait bien, les palettes aussi. Ouais. Donc le sujet du réemploi, enfin, je trouve ça assez formidable. Et on a souvent été sollicité il y a longtemps de ça pour pouvoir venir sur nos sites récupérer de la matière. Donc il y a un besoin, il y a tout un écosystème de gens qui souhaiteraient pouvoir récupérer du bois pour pouvoir faire des choses. Et en fait, sur nos plateformes, quand on traite des gros volumes, c'est tout simplement pas possible pour des questions de sécurité essentiellement. Quand on réceptionne 1000 mètres cubes de bois par jour qui vont être broyés et préparés en matière première secondaire, on ne peut pas avoir des opérateurs qui viennent et qui sont à la réception et voilà, pour des raisons de sécurité. C'est tout le propos du tri des déchets et notamment du tri à la source. Et ce que fait Valdelia, en prenant en compte, et les REP d'une manière générale, en prenant en compte l'identification au départ sur le potentiel de réemploi, en fait on voit que c'est à ce moment-là qu'on peut faire des choses. Et du coup, voilà, c'est un constat, je trouve ça formidable qu'il y ait des choses qui soient faites. Et il y a de plus en plus, notamment dans notre région, à Lyon, des ateliers qui permettent de faire de la réutilisation. Ce n'est pas en compétition avec le recyclage. Et c'est vrai que sur ce qui vient d'être dit, ces portes, elles n'allaient pas être jetées, elles allaient être recyclées. Mais là, elles ont eu un recyclage qui est plus noble, quoi. Une seconde vie, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est sur cet aspect-là. Alors maintenant, on en arrive aussi au sujet, voilà, comme on disait, collecte, recyclage, traçabilité. Vous le dites vraiment, il faut penser, on parle des détenteurs, sont ceux aussi qui manipulent les déchets. Il y a des vrais enjeux derrière. Oui, alors sur les enjeux, enfin sur les déchets, donc nous on est collecteurs et recycleurs de déchets, essentiellement des déchets du BTP. On est aussi intervenant sur les déchets d'ameublement. Alors il y a une petite chose que je voudrais dire, c'est en préambule, c'est que les REP ont tendance à organiser le monde du déchet par typologie de produit ou par origine. Donc on parle des DEA, on parle d'une REP sur les jouets, on parle d'une REP sur les articles de sport, sur les déchets électriques. Et voilà, à chaque fois on est sur des familles de produits, donc avec des origines. Le monde du recyclage, on ne raisonne pas du tout comme ça. Nous en fait on va parler plutôt par nature, on va parler du bois, de la ferraille, du carton, des plastiques, du plâtre, des gravats.
Et donc en fait, ça montre la complémentarité, enfin par rapport à ce qui a été dit, sur les plateformes et sur les organisations, parce que finalement sur nos plateformes, que le déchet vienne d'une filière DEA ou qui vienne d'une filière BTP, finalement le produit c'est quand même le même. Donc derrière le devenir va également être le même et les procédés seront les mêmes. Donc, pour ce qui nous concerne, le déchet du BTP, c'est le propos aujourd'hui, c'est un déchet qui est très hétérogène dans sa forme, notamment par rapport aux emballages. Quand on a des choses qui sont calibrées, qu'on a l'habitude de mettre dans sa poubelle verte devant chez soi, le déchet du BTP, c'est quelque chose où en fait vous allez avoir des éléments qui peuvent mesurer 5 mètres de long et peser 20 tonnes pour une poutre en béton. Vous allez avoir des éléments bois aussi qui peuvent être très importants, et puis vous avez des choses qui peuvent être toutes petites. Donc le tri, c'est quelque chose qui est du coup plus compliqué, et donc ça s'anticipe, ça se travaille différemment des autres déchets. Et donc nous, pour pouvoir développer ces activités-là et optimiser le recyclage de ces matières, en fait, on incite les détenteurs à prendre conscience de l'importance du tri à la source et de pouvoir, dès l'origine, au même titre que pour le réemploi, réussir à faire du tri à la source qui permettra derrière d'avoir un bon recyclage. Alors, je vous ferai réagir sur d'autres sujets, mais je vais passer la parole à Olivier Ponty aussi pour qu'il puisse commenter aussi ces enjeux dont on parle là, de collecte et de traçabilité. Oui, bonjour. Donc, les enjeux par rapport à la traçabilité, une des manières de savoir ce qu'il va y avoir sur un chantier, c'est effectivement d'identifier de manière préalable en faisant un diagnostic. Alors, ce diagnostic, on peut l'appeler le machin, le bidule, parce que ça existe depuis 10 ans maintenant. Il a été créé par décret en 2011, mais on ne peut pas dire qu'il ait eu une franche réussite. C'était le diagnostic déchets, qu'il ait soulevé un enthousiasme débordant. Pour autant, donc, on a fait en sorte qu'il évolue. Donc, il va devenir le diagnostic PMD, qui est devenu depuis très peu de temps. Produits, matériaux, déchets, on a rajouté 2 mots. Et un troisième, équipement, puisque maintenant ça s'appelle PMED, produits, matériaux, équipements, déchets. On va essayer de s'arrêter là, parce que surtout ce qu'il faut, c'est que ça soit efficace. On constate quand même un investissement beaucoup plus important des pouvoirs publics, déjà en le formalisant, une écoute des organismes professionnels et des entreprises qui disaient que la difficulté sur ces diagnostics, c'est qu'ils n'étaient pas forcément bien faits. Bon, d'un autre côté, si tout le monde n'y mettait pas beaucoup d'attention, peut-être que les gens qui le faisaient étaient un peu moins motivés pour le faire. Donc, on va dire qu'on va partir dans une démarche positive sur ce diagnostic PMED. De toute façon, il faut. Alors, pourquoi il faut ? C'est vrai que j'entendais dans la table ronde précédente que pour des éléments de structure, c'est compliqué parce qu'il y a, pour les équipements techniques aussi, il y a des problèmes d'assurance. Mais là-dessus, alors pour les équipements techniques un peu moins, mais on peut être rassuré dans le temps puisqu'on va aller de moins en moins sur la démolition, on risque d'aller de plus en plus sur la rénovation, donc on va garder les structures. Et on va donc vraiment se pencher sur les éléments de seconde œuvre qui sont le cœur du sujet des déchets qui jusqu'à maintenant n'étaient pas vraiment recyclés. Donc déjà la base, c'est qu'on va les identifier. Et l'intérêt de cette identification, une porte, tout le monde va réussir à l'identifier, mais de dire le nombre de portes qu'il y a et qu'elles sont recyclables au maître d'ouvrage, pour qu'à la fin, il se pose la question de pourquoi elles n'auraient éventuellement pas été réutilisées, recyclées, valorisées, réemployées. Là, je dirais donc, si je vous écoute bien, c'est un peu l'objectif. Ce diagnostic, il devient finalement, c'est le premier, ça va devenir vraiment le premier élément. Avant, on n'y faisait pas tellement attention. Maintenant, il faut vraiment qu'on passe par là, c'est ça ? Alors, de toute façon, avant, il était déjà réglementaire. Oui, mais donc, il continue à être réglementaire. Ouais. Aujourd'hui, on en fait beaucoup plus de communication et on a tous l'espoir qu'il y ait plus de choses. Et puis, c'est surtout la porte d'entrée à l'économie circulaire, puisque le diagnostic ressources, qui est l'étape suivante, va vraiment dans l'identification affinée de tous les éléments réemployables. Donc ces éléments réemployables, ils auront été identifiés dans le diagnostic PMED.
Et donc voilà, le but, à mon goût, c'est que effectivement, on pourra identifier tous les matériaux et les quantifier en tonnes, en filières, en coûts. Donc c'est vraiment, je veux dire, ce diagnostic. Avant, c'était un petit tableau Excel qui disait voilà les matériaux inertes, voilà les matériaux non dangereux et les matériaux dangereux. Là, on va aller sur des diagnostics beaucoup plus complexes. Certains vous diront qui va le faire, comment on va le faire, oui, avec quels moyens. Oui, alors c'est-à-dire que ce diagnostic doit donner effectivement les filières où on va pouvoir traiter, les coûts, les problématiques de logistique, de logistique. Donc un outil quand même beaucoup plus complet pour les entreprises qui vont déconstruire, déposer. Donc on peut espérer qu'il aura beaucoup plus d'impact. Bon, et de toute façon, à terme, ça permettra pour les maîtres d'ouvrage motivés de pouvoir se poser des questions avec ces entreprises et ces maîtrises d'œuvre, de pourquoi, par exemple, si il était estimé 80% de matériaux réemployables ou réutilisables ou valorisables, pourquoi ça n'a pas été fait. Bon. Donc c'est un élément qui est... oui, effectivement, la première marche de cette démarche positive. Oui, Florence, vous pourrez réagir parce que vous Oui, êtes aussi dans le cœur de ce. Oui, parce que nous, effectivement, on se sert de ces diagnostics pour après soit proposer nos services, soit celui de nos partenaires. Et comme le disait monsieur, c'est vraiment. Donc ces diagnostics sont en train de devenir de plus en plus complexes et c'est vraiment l'entrée pour nous et aussi pour les maîtres d'ouvrage, pour qu'ils sachent ce qu'on veut faire en réemploi, mais aussi en réutilisation et en recyclage. Et nous, on le voit dans notre atelier de démantèlement de verre qu'on a lancé en début d'année, donc en janvier 2021. Bien caractériser le verre qui est sur un chantier, ça va impacter, ça nous impacte, et donc ça impacte aussi évidemment le maître d'ouvrage dans ses coûts, parce que s'agissant de la typologie, selon la typologie du verre, on peut oui ou non le reprendre sur notre site et le recycler. Et si dans le diagnostic c'est indiqué le mauvais type de verre, ou s'il y a une erreur là-dessus, ça, je veux dire, ça met tout par terre en fait. On ne peut plus nous remplir notre mission, les coûts ne sont plus les bons, etc. Et ce qu'on remarque en tout cas depuis, alors j'ai pas 10 ans de recul derrière moi, mais ce qu'on remarque là depuis quelques années, c'est que ces diagnostics sont vraiment en train de s'affiner et que ces diagnostiqueurs acquièrent peu à peu une expertise plus fine de ces matériaux. Mais comme en fait il y a énormément de matériaux différents sur un chantier, la marche est encore un petit peu longue. Oui, bien sûr, Olivier Ponty. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que ce nouveau métier a été qualifié métier émergent. Donc le diagnostiqueur PMED a été identifié par France Compétences. Et c'est un nouveau métier parce qu'on va lui demander vraiment une palette très très importante. Voilà, et donc ne serait-ce que ça, c'est une reconnaissance qui a une spécificité, puisque jusqu'à maintenant, on disait que ce diagnostiqueur n'était pas compétent. Maintenant, les moyens sont mis en œuvre pour que rapidement, il y ait des gens certifiés, en capacité, qui puissent faire ces diagnostics. Et je pense que c'est déjà le début de la démarche là aussi. Mais ça veut dire qu'il va y avoir besoin d'une montée en compétences et il n'y aura peut-être pas suffisamment de diagnostiqueurs encore pour là dans tout à fait. Alors, ça peut être une problématique, mais c'est pour ça qu'il y a des fédérations et puis des organisations qui se mettent en place pour que ces diagnostiqueurs soient formés dès les semaines qui viennent, c'est-à-dire que le décret est passé au 1er juillet mais applicable au 1er janvier, et donc pour que dès janvier les premiers diagnostiqueurs certifiés de manière lourde, c'est-à-dire inscrits au RNCP, puissent travailler de manière avec une forte compétence. Parce que je fais le parallèle avec la validation RGE et les artisans RGE, où ça a mis du temps, le temps de se former, etc., de s'adapter aussi à cette difficulté-là. Donc, ça veut dire tout à fait. Mais là, justement, c'est pour ça que ces formations. Donc, il y a tout type de formations. Il y a des formations qui vont être plus des sensibilisations, qui font de 3 jours. Moi, je me permets de parler de celle-là parce que dans mes compétences, je suis aussi membre du bureau de FEDEREC BTP, et on a poussé justement au montage de cette formation. Donc, c'est pour ça que je peux parler en connaissance de cause que oui, il y aura des diagnostiqueurs certifiés
qui eux vont passer au moins 25 jours de formation et qui auront un vrai diplôme à terme et, on l'espère, une vraie compétence. Alors Raphaël Guest, vous pourrez réagir aussi à tout ce qui a été dit. Quand j'entends, on a quand même beaucoup parlé de la complexité, du nombre de matériaux. On voit bien aussi qu'il y a peut-être des inquiétudes aussi du côté des acteurs pour la création de cette filière REP où il y a quand même des problématiques très, très complexes. Est-ce qu'on peut évidemment trouver des points pour être optimiste pour l'avenir, on va dire ? Alors, optimiste, oui, je crois que ça a été bien dit à la table ronde précédente. La mise en place d'une REP crée est déclencheur pour trouver des solutions, alors que quelquefois, on ne voulait pas trouver ces solutions. L'augmentation de la TGAP et la réduction des capacités d'enfouissement, ça crée aussi des solutions. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai des centres d'enfouissement dans ma région qui n'arrivent pas à remplir cette année leur site. Enfin, ça paraît aberrant. Donc ça veut dire que les industriels ont vraiment réagi rapidement. Ça a été très perturbant pour les 2 dernières années qu'on vient de passer. Mais ça y est, ça commence à rentrer. Donc je suis optimiste. Il y a un point important dans la loi AGEC qui est l'obligation d'incorporer des matières recyclées dans les matières neuves. Et ça, alors il y en a de temps en temps qui me disent les matières neuves, c'est la future classe 3, par exemple pour les déchets inertes. On parle du béton, il y en a qui utilisent la classe 3, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'enfouissement des déchets inertes, la mise en décharge de déchets inertes. Et en fait, là, commence à y avoir vraiment des solutions pour des bétons, alors qu'ils ne sont pas forcément très techniques, mais de se dire mais pourquoi on n'utilise pas dans le béton ces matières recyclées et du coup, plutôt que de l'enfouir, de remblayer des carrières. Donc il y a des choses qui vont se faire et la loi le permet, les industriels se mettent vraiment en marche pour ça. Et il y a quand même beaucoup de matières. Le bois, donc ça a été abordé aussi tout à l'heure. En 2006, de mémoire, on travaille avec un fabricant de panneaux qui introduit à l'époque de l'ordre de 10% de bois recyclé dans ses panneaux de particules. Aujourd'hui, ils sont à 60%. Donc en 15 ans, il y a eu une augmentation très significative. Je parle d'une usine qui fabrique 500 000 tonnes de panneaux de particules par an. Donc une augmentation de cet ordre-là, vous imaginez le nombre de tonnes. Et des usines de fabrication de panneaux, il n'y en a pas qu'une en France. Donc ça permet d'augmenter les quantités. Pour réagir à ce qui a été dit juste sur le diagnostic et revenir sur la partie traçabilité, en fait, un des risques qui porte sur toute la filière, c'est la confiance dans la matière première secondaire qui va être fournie par les sociétés, parce qu'on parle beaucoup d'économie circulaire, c'est une volonté, mais l'industriel, il a aussi une volonté, c'est de pouvoir garantir la qualité d'un produit avec l'absence de produits polluants dans la matière qu'il va mettre en service. Si je reprends le panneau bois, j'aime bien cet exemple-là. Quand on va tous chez un marchand de meubles suédois, on achète les caissons du panneau qui sont faits bien souvent avec 100% de bois recyclé. Imaginez si jamais il y avait de la traverse SNCF, je fais de la pub pour eux, imaginez s'il y avait des poteaux créosotés, s'il y avait des bois traités au sel métallique avec de l'arsenic à l'intérieur de ces panneaux. Ce serait quelque chose qu'on n'aimerait pas avoir dans sa cuisine ou dans la chambre de ses enfants. Donc ce risque-là est un risque qui est identifié. Et du coup, la filière et les gens comme nous qui faisons de la préparation de matières premières, on a des cahiers des charges qui sont très précis et on a un contrôle qualité qui est très important pour éliminer ce risque-là. L'absence de pollution. Absence de pollution. Quand on parle du déchet BTP, il y a un gros mot qui s'appelle amiante et qui a été utilisé. Alors ce produit-là a été utilisé dans énormément de produits. Et donc du coup, quand on va réutiliser des produits issus du BTP, le risque amiante est un risque qui est important. Il y a donc du coup, je reviens sur ce qui a été dit par Olivier sur l'importance du diagnostic. Sur nos plateformes, quand on a des déchets qui proviennent d'un chantier de démolition, aujourd'hui, on a normalement un diagnostic préalable à démolition qui permet de vérifier l'absence
de déchets amiantés ou de déchets qui peuvent contenir de l'amiante. Et donc, du coup, ça nous permet sereinement de faire le recyclage de ces produits-là. Le diagnostic avant travaux, j'espère, permettra de garantir, et puis surtout j'espère qu'il sera plus appliqué que le diagnostic avant démolition, pour que les produits qui iront dans les filières de recyclage justement permettent aux préparateurs de matières premières de proposer à leurs clients industriels utilisateurs de ces matières une matière qui sera exempte de pollution. Je vois qu'Olivier voulait... Non, je voulais... là, en fait, Raphaël vient de parler à nouveau un peu de la fin de la réincorporation du produit. Comme on est sur une table ronde sur le service, je voulais ramener ça. Moi, j'ai tendance à rappeler il faut faire attention, on ne va pas être sur des évolutions, on va être plutôt sur une révolution. Je pense que c'est important parce que quand on réfléchit à un collecteur de déchets et à une entreprise du bâtiment qui va devoir passer de 2 bennes sur son chantier à 7, voire 9. Oui, ce que je disais, parce qu'on parlait tout à l'heure de passer du 5 au 7 flux, etc. Ouais. Et aussi d'une benne qui était correctement triée pour l'entreprise, mais au sens de l'entreprise et du diagnostiqueur, et du collecteur, qui savait se parler. Et à demain, une benne parfaitement propre, ça va être une révolution. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas le minimiser, qu'il faudra premièrement du temps, beaucoup de formation, beaucoup de compréhension, et que ça va pas se faire du jour au lendemain, et ça va vraiment toucher les acteurs et du BTP, les producteurs déchets, et les collecteurs. Et effectivement, on va tous évoluer puisqu'on va être créateurs de ressources humaines, parce qu'à partir de là, de nouveaux métiers vont se créer, de ressources techniques. Par exemple, le mot benne, je crois qu'il va disparaître. On va parler de contenant. Parce que si on met 9 bennes de 30 mètres cubes sur un chantier, en centre-ville, ça va être compliqué. Mis à part l'hélicoptère, je ne vois pas comment on va faire. Donc il va vraiment falloir... Ça va pas être très écologique. Non plus, oui, en plus. Mais il va falloir avoir vraiment des remises en cause fondamentales et ne pas être sur la conservation d'acquis, mais vraiment une ouverture d'esprit pour l'avenir. Sinon, ça risque d'être difficile. Je crois qu'Arthur était prêt à réagir. Il avait pris un micro. Allez-y, oui. Non, mais effectivement, c'est pour ça que le travail de diagnostic est hyper important, parce que à partir du moment où on a le diagnostic, donc amiante, plomb, tout ça, ça s'est fait quand même bien en amont avant de récupérer les choses sur place. Mais en fait, le fait d'avoir un diagnostic en amont, ça permet à des structures comme la nôtre ou Ares, par exemple, quand on va récupérer du verre ou bien des portes, de pouvoir déjà décharger ceux qui travaillent justement à la démolition, déjà leur décharger d'une partie de ces déchets. Déjà. Donc c'est pour ça, ouais, je pense qu'il faut étendre au maximum ce diagnostic et avoir vraiment qui définisse exactement toutes les différentes choses qu'on puisse récupérer, quoi. De toute façon, le diagnostic doit identifier ce qui est réemployable, ce qui ne va pas être encore un déchet, quoi. Raphaël Gache, vous voyez prêt aussi à réagir, et puis après je passerai la parole à Sarah. Vous avez quelque chose à ajouter ? Sur la logistique chantier, c'est un élément qui est essentiel pour les entreprises de la construction, pour les entreprises de la déconstruction, et puis aussi pour les entreprises de rénovation. Sur un chantier, la logistique doit être mise en œuvre de façon... très cadencé, parce que sinon c'est du retard, c'est des heures en général de main-d'œuvre qui sont en attente. Sur les chantiers, quand on est en milieu urbain dense, on se dit souvent, et moi j'ai beaucoup entendu de la part de nos clients dire non mais le tri c'est pas possible. En fait, quand on a envie de le faire, on le fait. Et il y a des entreprises qui sont très vertueuses dans le domaine et qui n'ont pas attendu d'avoir une REP pour pouvoir le faire. Et sur la construction d'une tour, à Lyon par exemple, en fait, ils arrivent à des taux de recyclage sur le déchet du BTP, y compris des déchets du second œuvre sur la construction, qui dépassent les 80%. Parce qu'il n'y a pas de place, on peut mettre qu'une seule benne, mais en revanche, il y a une logistique par les jeunes ingénieurs de ces entreprises qui est absolument incroyable, et ils organisent avec leurs prestataires de déchets, ils l'imaginent eux de leur côté, et ensuite ils imposent même, et on essaye d'être force de proposition, mais ils ont déjà bien réfléchi au sujet, à organiser une collecte différemment. En effet, ce n'est pas forcément avec des bennes, ils sont capables de stocker dans les étages,
et ensuite de faire venir par flux de produits le véhicule adapté. Ça va être de la benne tasseuse, ça va être des petits contenants. Enfin, il va vraiment en effet y avoir toute une diversité de choses, mais ça se fait. Ça se fait et voilà. On peut aussi voyager un petit peu dans le monde et voir qu'il y a des pays où en fait ça se fait depuis très très longtemps. Alors je vous ferai en conclusion, mais Florence Arminiano voulait ajouter quelque chose. Oui, non, c'est sûr, je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on a beaucoup parlé des diagnostiqueurs, mais c'est sûr que c'est qu'un seul maillon de la chaîne. Et il y a aussi la prise de conscience, et évidemment la réglementation, la nouvelle réglementation va beaucoup changer les choses, mais il y a aussi une question de volonté. On entend effectivement souvent, alors à Paris encore plus, sur les chantiers parisiens, qu'il n'y a pas de place, que c'est pas possible. Et il y en a qui arrivent, donc il y a une question de volonté qui est forte. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a un diagnostic qui dit que 80% est réemployable qu'in fine, 80% va être réemployé. Et on le voit bien déjà sur certains chantiers qui ont été lancés où ce qui avait été annoncé, il y avait un effet d'annonce beaucoup plus fort que ce qui a été in fine réalisé, exécuté. Parce que peut-être que les diagnostics auraient pu être un petit peu meilleurs, mais aussi parce qu'il y avait parfois un manque de volonté. Parce que aussi il y a un besoin de changer les pratiques qui est important. Et ça, ça prend un petit peu de temps dans un monde qui est aussi très normé et qui fonctionne autrement depuis longtemps. Nous, encore une fois, on le voit sur nos fenêtres. Je veux dire, à chaque fois, on nous dit mais c'est pas possible, on va perdre trop de temps à les palettiser pour qu'elles vous arrivent intègres. Et en fait, quand les gens veulent, ils se rendent compte que c'est très facile, je sais pas si c'est très facile, mais que c'est facile à mettre en place et qu'ensuite ça se passe bien. Donc il y a aussi ce changement de mentalité à opérer, je pense. Sarah Biguet. Oui, en conclusion de cette table ronde, moi j'ai trouvé les échanges très, très riches. Effectivement, ça va être une révolution avec de nouvelles exigences, de nouvelles dispositions et de nouvelles compétences à acquérir. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même une filière avec des opérateurs, alors que ce soit du recyclage ou du réemploi, qui ont déjà des compétences et qui ont déjà un socle. Nous, chez Valdelia, on a aussi en fait une base qui est mobilisable dès le 2 janvier 2022 pour intervenir sur cette filière. Et effectivement, après, c'est vraiment une volonté politique, puisqu'on voit que dès lors qu'il y a de l'organisation, les moyens derrière peuvent se mettre en place et on peut trier à peu près tout ce qu'on veut et recycler pas mal. Donc non, c'est pour le coup, là, on est assez optimiste. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vois pas les mains qui se lèvent. Si, là-bas, pardon. Allez-y. Il y a une grande main. Allez-y. Bonjour. Aurélie Escobar, la société GS1 France, on est un organisme de standardisation. Vous parliez traçabilité pendant cette table ronde. Quelle est selon vous la place de la digitalisation de l'information produit pour justement aider après au moment des diagnostics, pour aiguiller, savoir si en fonction de des caractéristiques qui sont propres au produit, pouvoir ensuite permettre d'orienter vers du recyclage, du réemploi, de la réutilisation, parce que les caractéristiques sont directement accessibles grâce à un système de code barre d'identification unique et du coup d'accéder à cette information. Est-ce que les acteurs sont dans cette démarche-là ou ce n'est pas encore le cas ? Ouais, alors moi, non, excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire. Parce qu'on rêve de ça. Vous avez des démarches comme MetaBuilding et tout qui sont dans la digitalisation. Mais quand vous voyez que les ministères aujourd'hui nous pondent un CERFA papier obligatoire, d'accord, on est bien en 2021. Je crois qu'on doit dématérialiser normalement dans les ministères. Ben voilà, donc le CERFA il est papier. De la même manière, le recollement des justement DIAG PEMD, ça se pourrait bien qu'il devienne papier aussi. Donc voilà, je ne peux avoir malheureusement qu'un sourire amer par rapport à votre question, parce qu'il est évident que la digitalisation sera un outil de progrès, que tout le monde en a envie, sauf tout en haut. Question ? Non, c'est pas le cas ? C'est moi. Oui. Bon, allez-y, oui, parce qu'il y avait des réactions. J'avais deux questions par rapport justement au réemploi et à l'impératif de réorganiser le temps finalement, parce que sur un chantier, quand on veut réemployer, il faut laisser le temps aux opérateurs de venir sur le chantier pour récupérer. Est-ce que ça, en amont, Valdelia est réfléchi sur peut-être la mise en place d'une plateforme physique pour
amener des matériaux qui pourraient être réemployés ensuite pour ne pas les laisser sur le chantier, puisqu'il y aura un impératif de temps, de rénovation, etc. Et puis, savoir une forme de banque des matériaux, si je peux dire, ou quelque chose d'un peu par comme exemple, ça, voilà, sur l'acquis de Val d'Elias, sur d'autres matériaux déjà. Et savoir si déjà on pense à parce qu'on n'en a pas parlé du tout, du rôle des architectes dans le réemploi. Savoir, parce que apparemment, il y a quand même de plus en plus d'architectes, des jeunes architectes qui se penchent sur le sujet. Est-ce que là aussi, ils ont un rôle à jouer dans cette filière? Merci. Je crois que vous vouliez réagir sur l'architecte, non, c'est pas ça? Ouais, parce que c'était par rapport justement au projet Ceci n'est pas une porte. On travaille avec AVP, qui est une agence d'architecture qui, du coup, a des contacts qui nous permettent, notamment aussi avec Mobus, pour nous permettre d'aller sur les chantiers pour récupérer ces matériaux et pour faire du réemploi. Et en fait, les architectes, eux aussi, ont cette capacité justement à pouvoir dessiner du mobilier, des choses comme ça, ou même aller plus loin. Donc je pense qu'ils sont quand même intégrés dans ce secteur, quoi. Il y en a d'autres qui veulent répondre au sujet de l'architecte? Oui, alors, juste pour rebondir sur ce point, effectivement, on voit émerger une génération de jeunes diplômés, designers, architectes, qui s'emparent vraiment de la question et qui souhaitent travailler de plus en plus avec des ressources de seconde vie. Et du coup, nous, on accompagne aussi des projets en upcycling. Alors voilà, donc là, c'est un petit peu plus design, mais en tout cas, il y a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Juste pour répondre à la première partie de la question, alors, ce qu'on va rencontrer en fait sur PMCB, on le rencontre déjà sur la filière DEA. C'est-à-dire que dans un chantier, un mobilier où il y a du mobilier de qualité qui peut être pris par des associations, l'espace-temps ne se contraint pas. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on ne fait quasiment pas de collecte directe d'associations en pied d'immeuble. Donc on a d'autres dispositifs. Donc on l'a sur certains volumes. En tout cas, quand on a des très grosses opérations, on a un autre dispositif. On a des dispositifs de coordination avec notamment, on va dire, un leader pour les autres acteurs qui va opérer en collecte et qui va redispatcher sur d'autres ESS partenaires. Et puis, au cas par cas, on peut monter aussi des dispositifs transitoires de stock tampon. Là, on l'a fait à Marseille sur une très grosse opération où du coup on a pu réemployer quasiment 2000 mètres cubes de mobilier. C'est énorme, avec 13 associations. Donc voilà. Après, nous, l'expérience nous fait dire que monter une plateforme de stockage physique, pour monter une plateforme de stockage, pour dire on a des produits de qualité, on va les y mettre et les associations viendront le chercher, c'est pas si évident. Donc on a déjà eu 3 expériences comme ça qui ont des points positifs, mais pas que. Donc je pense qu'on va continuer à essayer de faire des choses un petit peu à façon pour pas être dans un dispositif trop rigide et du coup pouvoir vraiment avoir une réponse adaptée. Mais tout est envisageable. Alors, je crois qu'il y a Arnaud juste, qui voulait réagir. Juste pour compléter en fait, ce que dit Sarah, on a lancé une expérimentation depuis maintenant le 1er janvier 2021 sur la constitution de matériothèques spécifiques, puisque là, du coup, dans le monde du bâtiment, on va principalement s'intéresser aux matériaux pour pouvoir les réemployer, les réutiliser. Donc aujourd'hui, sur le territoire national, on a monté 7 matériothèques qui tournent avec cette idée de dire justement qu'on peut récupérer un certain nombre de produits, les mettre à disposition, mais plus sous forme de produits, vraiment sous forme de matériaux. Donc il y a une première, entre guillemets, transformation qui est réalisée. Et c'est ces produits qui vont être mis à disposition, notamment des fabricants d'ameublement, mais demain matin, sur l'ensemble du spec pour lequel on sera autorisé. C'est une expérimentation qui nous fait gagner énormément de temps par rapport à la problématique bâtiment, puisque du coup, notamment en termes de logistique amont, on va devoir travailler un petit peu différemment. Alors, je crois qu'il y a Florence qui voulait réagir et Raphaël Gass aussi. Allez-y. Oui, il y a encore une question. Alors, je vais faire une réaction, une dernière question, parce qu'après, on va marquer une pause et il y aura encore une autre table ronde. Je vous ai dit, c'est rêche. Alors, allez-y, commentaire. Allez-y. Oui, tout à fait, pour compléter également. Donc, nous, on est un de ces ARES et un des sites qui accueille une de ces matériothèques en France. Et effectivement, c'est ce qui nous permet aussi de nous lancer dans la fabrication de mobilier, parce que grâce à cette matériothèque, on a accès à un gisement de façon très, très simple. Donc, c'est aussi ça qui nous permet à nous de nous lancer là-dessus. Juste pour compléter aussi sur votre question,
dans la boucle pour compléter justement cette chaîne de valeur autour de la transformation et de la réutilisation de déchets d'ameublement. Donc oui, il faut de l'éco-conception au niveau des architectes. Oui, il faut qu'on récupère de la matière, mais après, il faut aussi pouvoir la vendre. Et donc, ça demande aussi que le marché s'adapte à ça et change un petit peu aussi sa mentalité pour avoir dans ses bureaux, non pas du mobilier flambant neuf, mais du mobilier qui a déjà été employé. Donc, monsieur tout à l'heure citait la loi AGEC, donc qui vaut pour les administrations et les collectivités françaises. Après, pour les entreprises privées, par exemple, il y a aussi on va voir quelle est la volonté aussi de ces entreprises de s'engager là-dessus. Pareil pour le marché des particuliers, etc. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même modèle économique, évidemment, que sur du neuf. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans la construction de cette filière à tous les niveaux, encore une fois. Raphaël Gass, vous voulez dire quelque chose ? Juste un témoignage très rapide. En dehors des plateformes de recyclage où je disais que c'est difficile d'accueillir des entreprises qui veulent faire du réemploi, on a également des déchetteries professionnelles. Et sur les déchetteries professionnelles, c'est-à-dire que l'artisan va venir, il va déposer, il va faire le tri lui-même, il va déposer dans des alvéoles spécifiques les produits. Et en fait, on a mis en place sur un de nos sites une alvéole spécifique pour le réemploi. Et du coup, l'artisan qui vient, si jamais il a un sac de ciment en trop ou un carton de carreaux, en fait, il va le déposer dans cette alvéole. Et la règle, c'est que nous, au bout de 10 jours, tout ce qui est rentré doit ressortir. Donc si c'est pas ressorti par un autre artisan qui va trouver son compte dans ce matériel-là, ou une association qui va venir une fois par semaine vider le stock, en fait, nous, on reprend et on remet dans les alvéoles qui sont destinées au recyclage. Alors, une dernière question, allez-y. Oui, bonjour, c'est plutôt pour rebondir. Je suis Renaud Attal de Co-Recyclage. Je voulais rebondir du coup sur deux questions qui ont été soulevées. La première, au niveau numérique, en fait, ça existe déjà. Nous, chez Co-Recyclage, on fait du réemploi, on en fait d'ailleurs 2000 tonnes par an. Sur la partie volet numérique, en fait, nous, on a développé historiquement la première appli de diag-ressources de CycleUp. Depuis, on a développé plein d'autres choses, y compris un nouvel outil qui s'appelle Diagaire, avec de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un outil qui permet de faire du diagnostic PEMD, mais aussi des inventaires de tout ce qui est mobilier, équipement, etc. Et qui a un outil de gestion de parc et qui permet justement de pouvoir injecter pour l'ensemble de l'écosystème des acteurs du réemploi et les plateformes, CycleUp, Bacacia, etc., que vous évoquiez, mais également pour demain les principaux acteurs du déchet, et de traiter ça très bien avec une vraie pure traçabilité de bout à bout, qui est très importante. Après, aujourd'hui, des acteurs, il y en a plein, et justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que les CERFA, papier, etc., nous, on fait partie du CSTB Lab, donc on suit de très près aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer par rapport à la loi AGEC et le futur chose. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui seront un peu plus numériques qu'on peut aujourd'hui le penser, en tout cas on l'espère, et les travaux vont en ce sens aujourd'hui. Et derrière, sur l'expertise nous qu'on a développée et l'expérience, on pense que le numérique de toute façon est la seule clé qui permettra véritablement de maximiser le réemploi. Et pour ça, bien évidemment, il y a une temporalité. Et c'était évoqué un petit peu par l'ensemble des parties prenantes. Il faut sensibiliser l'ensemble de la chaîne des acteurs pour véritablement que les projets démarrent le plus en amont possible. Parce que derrière, les acteurs du réemploi ont besoin de temps pour pouvoir dire ce qu'ils ont besoin par rapport à leurs projets clients, comme c'était évoqué, comme le fait Ares et plein d'autres acteurs, comme Pure West et plein d'autres. Aujourd'hui, pour faire les projets d'upcycling, oui, ils ont besoin de matière, mais en même temps, ils ont besoin de commandes. Et ces commandes vont corréler les besoins de matière et un peu vice-versa. Sur les plateformes physiques, on le voit, Bacacia, CycleUp, etc. font des plateformes. Nous, on en avait une, on a décidé de l'arrêter cet été, voilà, parce que ça nous coûtait trop cher et parce que, clairement, elle travaillait beaucoup historiquement pour tout ce qu'on fait dans l'événementiel, qui ne fonctionne plus vraiment depuis la crise du Covid. Et on le voit, au final, on l'a vécu pas trop pour nous, parce que vraiment, avec nos outils, on fait vraiment du réemploi local et surtout
quasiment temps réel. Mais en fait, pour beaucoup d'acteurs, on le voit parce qu'on échange avec eux depuis pas mal de temps, en fait, stocker pour stocker, ça n'a aucun intérêt. En fait, vous allez mobiliser du foncier, ça va vous coûter cher, et in fine, vous n'allez peut-être pas trouver des débouchés, et du coup, vous allez le mettre au recyclage matière, ce qui n'a pas d'intérêt. Et c'est pour ça qu'il faut quand même travailler le plus en amont possible pour permettre de faire ce que font aujourd'hui l'ensemble des acteurs, y compris autour de la table. Et collectivement, il faut qu'on travaille ensemble main dans la main, et le numérique est un des moyens qui permettra de mieux tous nous interconnecter et favoriser ce réemploi et ce recyclage matière optimisé. Merci à vous pour votre commentaire. Alors je sais qu'il y a peut-être encore des questions, mais il y a une table ronde qui vient encore derrière. Je suis malheureusement un peu prise par le temps. Mais il y a un monsieur qui veut vraiment poser une question. Si on déborde d'une demi-heure, personne ne m'en voudra. Hein. Je rigole. Parce qu'on va faire quand même une petite pause aussi pour que vous puissiez vous soulager un petit peu. Allez-y. Alors elle est où la question? Oui, c'est une question prospective ouais, pour Arnaud. Dans la perspective de l'agrément, quelle serait la ventilation entre le réemploi et la valorisation à vue de nez? Allez, merci. Alors, ça marche pas? Prenez un micro. Alors c'est très facile puisque du coup, ta question, la valorisation, en fait, le réemploi est un mode de valorisation. Donc c'est très très facile, c'est 100%. De façon beaucoup plus pragmatique, nous ce qu'on défend, c'est un réemploi intelligent. Un réemploi intelligent, c'est un réemploi en fait qui va créer de la valeur sociétale principalement. On l'a vu entre les différents témoignages, etc. Cette valeur sociétale, en fait, c'est principalement la possibilité pour un certain nombre de personnes qui sont éloignées de l'emploi de construire des vrais parcours. On ne va pas démonter des écrans, on va construire des mobiliers, on le voit avec Mobius, etc. On va avoir des parcours en fait, d'insertion qui vont être intéressants. On va pouvoir engager, quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut vraiment engager les entreprises à acheter cette typologie de produits pour être cohérents. Pour finir de te répondre, le réemploi, ça ne sera pas 100% du business demain, tout simplement parce que, alors on va faire un peu de théorie et de physique, l'entropie, on a beau théoriquement penser qu'elle peut être égale à zéro, sauf qu'elle est strictement positive. Donc le mouvement perpétuel n'existe pas, donc on aura toujours besoin de créer des nouveaux produits. Donc le réemploi, ça ne sera pas 100%, loin s'en faut. Dans la partie immobilier, on a un objectif de 5% des produits collectés qui doivent être réemployés, réutilisés. Dans la loi AGEC, on nous explique que l'administration doit acheter 20% de produits réemploi, réutilisation, upcycling. Donc on y travaille d'arrache-pied parce que c'est un bel objectif et c'est une belle possibilité de développer ces dispositifs-là. Nous, on défend un point de vue qui est que le réemploi, la réutilisation, c'est quelque chose qui peut fonctionner à partir du moment où les metteurs en marché sont associés aux générateurs de solutions de réemploi et de réutilisation. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le réemploi et la réutilisation, attention à la vraie fausse bonne idée. Tu récupères une poutre de charpente, tu la mets sur une maison individuelle, tu as oublié la notion de garantie décennale et bam, on est dans l'embarras. Position de Valélia, c'est celle-ci, c'est on crée de la valeur ensemble. Et on va prendre un café. Voilà, un café en 10 minutes, hein, je vous préviens. Donc ne vous éloignez pas trop parce qu'il y a une nouvelle table ronde sur le service aux adhérents. On peut remercier quand même ceux qui sont et les saluer.